Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 30 juillet 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 236 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qui se passe sur les marchés boursiers. Donc, ça va être vraiment un épisode spécial bourse parce que même si c'est l'été, la bourse continue de bouger et surtout en juillet, c'est la saison estivale pour les résultats financiers trimestriels. Donc, du côté des plus grandes entreprises cotées en bourse, on peut voir qu'est-ce qui se passe du côté de leurs earnings, donc de leur état financier au cours des 3 derniers mois. Et donc, je vais revenir sur les plus récents états financiers des entreprises dont je suis actionnaire. Je parle ici des résultats de Google, UPS, Bristol Myers, McDonald's et PayPal qui vient de sortir ce matin. Par contre, avant de tomber dans le vif du sujet, je veux faire un petit retour sur la décision de la Banque du Canada mercredi passé. Donc, comme prévu, la Banque centrale a effectué une deuxième baisse de 25 points de base et là, le taux directeur est maintenant à 4,5% au Canada. Et je pense que tout le monde s'attendait pas mal à ça. En fait, moi, ce qui m'a surpris le plus là-dedans, c'est le tweet de la ministre des Finances du Canada, Mme Freeland, qui a littéralement célébré le fait que le Canada était le premier pays du G7 à avoir coupé une seconde fois ses taux d'intérêt. Encore une fois, oui, c'est une bonne nouvelle pour les particuliers et les entreprises qui sont endettées avec des prêts à taux variables ou pour les personnes qui attendaient qu'il y ait une baisse du côté des taux d'intérêt pour aller chercher du financement pour un projet ou pour l'achat de quelque chose. Mais ultimement, une baisse du taux directeur, c'est pas un signal d'une forte économie. Et oui, le taux d'inflation il est rendu à 2,7% et c'est à l'intérieur de la fourchette cible entre 1 et 3%. Mais on s'entend-tu que, de 1, c'est pas mal sur la limite supérieure de la fourchette cible. Et c'est sans compter le fait que la hausse des prix des 3 dernières années, ça a déjà fait des ravages sur le pouvoir d'achat des ménages canadiens parce que même si l'inflation semble davantage sous contrôle, et encore là, les prochains mois vont nous le dire si effectivement l'inflation continue de baisser, mais les prix ils vont quand même jamais retourner au niveau pré-pandémique. Et l'autre chose qui a poussé la Banque du Canada à réduire son taux directeur, c'est le marché du travail canadien qui commence visiblement à s'affaiblir. Le nombre de postes vacants est en chute libre et le taux de chômage a augmenté de 1% sur une période de 12 mois. Et là, on est rendu à 6,4% au Canada. Et d'ailleurs, vendredi cette semaine, on va obtenir les données sur le marché de l'emploi pour le mois de juillet. Et de mon côté, je m'attends à ce que le taux de chômage poursuive sa tendance à la hausse. Au fait, je suis encore plus convaincu que le taux de chômage va dépasser 7% d'ici la fin de l'année 2024. Ça reste en ligne avec les prévisions de la Banque nationale. Et sinon, si on regarde du côté des derniers résultats financiers des actions qui font partie de mon portefeuille, on peut commencer par la compagnie de livraison UPS. Et si vous avez suivi les marchés boursiers américains au courant de la semaine passée, vous avez pu constater que le prix des actions d'UPS a chuté de 13-14% suite à ses earnings. Et ça s'explique par le fait que les revenus et les bénéfices étaient en dessous des attentes des analystes. Dans l'ensemble, les chiffres étaient assez faibles. On parle d'un moins grand volume de livraison, des tarifications plus basses et un coût de main-d'œuvre qui est plus élevé. Donc tout ça a définitivement affecté la profitabilité du PS. Et à mon avis, ce qui a fait le plus peur aux investisseurs, ce sont les bénéfices qui sont en baisse de 30% par rapport au deuxième trimestre de 2023. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont demandé ce que j'allais faire avec mes actions du PS. Et je vous rappelle qu'il y a à peu près 2 mois, j'avais acheté des actions du PS autour de 138$ US. Aujourd'hui, le prix de l'action oscille dans les environs de 128$. Et c'est important pour moi de vous partager ça parce que, même principe avec les actions de Nike quand ils ont droppé de 20%. Je veux vous montrer quand je me trompe, ou du moins
quand mes positions sont dans le rouge parce que c'est le fun de vous parler de mes bons coups, puis quand c'est dans le vert, puis quand c'est des rendements incroyables, mais je veux aussi vous partager les moments où ça se passe pas nécessairement comme prévu. Et pour revenir sur ce que je fais par rapport à UPS, personnellement, j'ai décidé de grossir ma position en rachetant à 126$ par action. Donc là, mon prix d'achat moyen est rendu autour de 132$. Donc malgré le mauvais trimestre qui s'explique en partie avec un ralentissement de l'économie, ça reste que UPS demeure pour moi une entreprise dans laquelle je veux rester actionnaire. Ensuite, du côté des entreprises technologiques, il y a eu les résultats financiers de Alphabet, donc qui est la société mère de Google. Et Google affiche des revenus de 84 milliards de dollars. Et ça, c'est pour un seul trimestre, avec un bénéfice net de 24 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 28% par rapport au même trimestre de l'année passée. Et ce qui a contribué à ça, c'est les profits du côté de son département cloud qui a atteint pour la première fois un total de 1 milliard de dollars en profit. Et je vous rappelle que le service infonuagique, ça a été longtemps un service ou du moins un département qui était peu rentable pour Google. Et la seule faiblesse qu'on a pu constater pour Google, c'est vraiment du point de vue des revenus publicitaires provenant de YouTube qui sont ressortis légèrement en dessous des prévisions des analystes, c'est-à-dire qu'on s'attendait à 8,9 milliards de dollars et finalement, c'était seulement 8,6 milliards. Donc, c'est pas non plus si dramatique que ça, mais c'est le point négatif des earnings de Google. Et je le répète, tous ces chiffres-là que je vous ai donnés, c'est pour un seul trimestre, donc sur une période de 3 mois. Donc, on peut comprendre que Google, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des profits, c'est vraiment des sommes astronomiques. Et pour ma part, parmi les big tech, Google, ça me semble être la seule entreprise qui est présentement qui n'est pas surévalué au prix actuel, surtout s'ils arrivent à commercialiser efficacement le développement de leur modèle d'intelligence artificielle, parce que pour le moment, il y a des sommes importantes d'investir là-dedans, mais il n'y a toujours pas de retour sur investissement considérable pour Google de ce côté-là. En ce qui concerne la compagnie pharmaceutique Bristol Myers Squibb, les actions ont monté de 10% vendredi dernier, et ça s'explique parce que Bristol Myers a dévoilé un chiffre d'affaires et des profits au-dessus du consensus et l'entreprise a également amélioré ses projections financières annuelles en prévoyant diminuer ses coûts de 1,5 milliard de dollars d'ici 2025. Et en termes de revenus, on parle d'une hausse de 9% par rapport à l'année passée. Et ce qui a contribué le plus à cette augmentation-là, c'est les ventes de son médicament Eliquis et de son traitement contre le cancer Opdivo. Sur les revenus trimestriels de 12 milliards de dollars, on parle de 3,4 milliards qui proviennent des ventes d'Eliquis et de 2,4 milliards du côté de Opdivo. Et le brevet sur l'éclaircisseur de sang Eliquis, il expire seulement en 2028. Donc, il reste encore un bon 4 ans à profiter de l'exclusivité de ça. Et d'ici là, il faut absolument que Bristol Myers produise un nouveau médicament pour venir un peu contrebalancer le manque à gagner de leurs médicaments qui se font remplacer par des versions génériques. C'est-à-dire qu'une fois que ton brevet expire, ben à ce moment-là, les autres compétiteurs peuvent reproduire ton médicament. Dans le fond, quand vous allez à la pharmacie puis que le pharmacien vous propose des versions génériques, c'est parce que souvent, les génériques sont moins chers que l'original, mais ça reste le même médicament avec les mêmes effets. Donc, c'est pour ça que souvent, quand le brevet expire, on va avoir, premièrement, on peut le vendre moins cher et deuxièmement, on va avoir moins de ventes de ce médicament-là du fait que il y a des alternatives. Et tout ça pour dire que les résultats financiers, ils semblent avoir surpris positivement les investisseurs et que si on regarde sur une période d'1 mois, les actions de Bristol Myers sont maintenant en hausse de plus de 15%. Donc, ça peut nous indiquer que Bristol Myers pourrait amorcer
un renversement de tendance, c'est-à-dire que ça fait un certain temps que le titre est en tendance baissière et là, avec tout ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un renversement de tendance à la hausse et que le titre amorce un mouvement haussier et ça, l'avenir nous le dira. Sinon, hier matin, c'était les earnings des restaurants McDonald's dont je suis nouvellement actionnaire depuis une couple de semaines et honnêtement, les chiffres étaient assez médiocres dans le sens que les revenus ainsi que les profits étaient en dessous des attentes et c'était aussi la première fois depuis la pandémie en 2020 que les ventes en magasin affichaient un recul. C'est un recul de 1%, mais quand même, et comparativement à l'année passée, les bénéfices trimestriels ont diminué de 12%. McDonald's nous partage aussi que le trafic dans le restaurant est en baisse globalement, donc autant au Canada, aux États-Unis, en Australie, etc. Donc on peut en déduire que les consommateurs, un peu partout à travers le monde, ont réduit leurs dépenses liées à la restauration et visiblement, ça inclut les fast-foods comme McDonald's, mais ils ont quand même une certaine stratégie pour essayer de remédier à ça, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'avant un menu à 5$ aux États-Unis. Ils offrent ça depuis la fin du mois de juin. Évidemment, l'objectif avec ça, c'est de faire revenir les consommateurs en magasin, donc au restaurant, notamment les ménages à faible revenu qui vont de moins en moins au restaurant dû à la hausse des prix des dernières années. Mais bref, en réponse aux mauvais earnings, les actions de McDonald's ont quand même monté d'environ 5%. Faut comprendre que le prix d'une action, le prix va monter ou descendre selon les anticipations du marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une compagnie peut dévoiler des résultats financiers très positifs et pourtant, le prix de ses actions peut baisser suite aux résultats. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que les investisseurs prévoyaient des résultats positifs, mais encore plus impressionnants que ce qui a été publié. Et l'inverse est aussi vrai. Et selon moi, si on regarde les résultats financiers de McDonald's, c'est un bon exemple parce que, objectivement, c'était terrible comme trimestre, mais du fait que le marché y anticipait des résultats encore pires que ça, les actions de McDonald's, finalement, ils étaient dans le vert hier matin. Donc, c'est le genre de mouvement qu'on peut voir que ça semble un peu contre-intuitif du fait que les résultats sont mauvais puis le prix de l'action monte. Mais comme je vous dis, tout ça dépend des anticipations du marché. Et pour finir avec les résultats financiers trimestriels, ce matin, c'était les earnings de PayPal. Et pour PayPal, on a obtenu des revenus et des profits supérieurs au consensus des analystes. On parle d'une croissance du chiffre d'affaires de 8% d'une année à l'autre et d'une augmentation de 36% pour le bénéfice par action. On observe aussi le volume total de transactions qui a augmenté de 11% au dernier trimestre et donc ça a atteint 416 milliards de dollars en termes de volume de transactions. Et ils ont également rehaussé leur projection financière pour l'année 2024. Bref, du côté des chiffres, c'était que du positif pour PayPal. Et en réaction aux résultats financiers, aujourd'hui, le prix des actions de PayPal est en hausse d'environ 7-8%. Et encore une fois, il faut comprendre que quand j'ai acheté ce titre-là, j'étais au courant que la compétition avec les autres méthodes de paiement était difficile pour PayPal. Je savais aussi que le nombre de comptes actifs avait baissé et aussi que si l'économie ralentissait, ça allait nécessairement affecter le volume de transactions. Si les consommateurs achètent moins, nécessairement, PayPal qui agit comme intermédiaire pour effectuer la transaction, ça allait les affecter. Par contre, en regardant leurs prévisions financières, puis en regardant la santé globale de l'entreprise, ses perspectives, sa rentabilité, tout ça, pour moi, à 58$ par action, PayPal, ça me paraissait comme une action en aubaine. Et c'est vraiment ça mon approche quand je cherche des actions en rabais. Dans le fond, quand j'achète des actions, c'est en me disant que le sentiment pessimiste du moment envers le titre est exagéré et que même si les prochains résultats financiers sont pas bons, ça peut être moins pire que ce que le marché anticipe. Parce que dites-vous que je suis très conscient que les consommateurs coupent sur leurs dépenses et que ça va affecter des compagnies comme Nike, Starbucks, McDonald's et également UPS. Pas besoin d'un doctorat en économie pour en arriver à
à cette conclusion-là. D'ailleurs, c'est la conclusion qui est répandue sur le marché. C'est une conclusion qui est valide. L'idée, c'est que je mise que les investisseurs sont trop inquiets ou sont trop craintifs pour le futur vis-à-vis le futur de ces entreprises-là et que finalement, la réalité va être moins pire que ce que le marché a escompté. Et c'est un peu le même principe quand j'ai acheté des actions des compagnies pharmaceutiques Bristol Myers et Johnson & Johnson parce que, comme j'en ai déjà parlé, depuis pratiquement 1 an, les investisseurs ils ont un engouement envers les médicaments pour la perte de poids. Et l'effet de ça, c'est que le capital investi dans le secteur pharmaceutique, ben, il s'est retrouvé majoritairement dans des compagnies comme Eli Lilly puis Novo Nordisk qui produisent justement des médicaments pour la perte de poids. Mais l'effet de ça, comme je vous dis, c'est que les autres compagnies dans le secteur pharmaceutique, ils ont été mis temporairement de côté. Et pour moi, c'est ça qui a créé des opportunités d'achat comme avec Bristol Myers et Johnson & Johnson. Et pour terminer l'épisode, cette semaine, j'attends encore des résultats financiers de plusieurs actions que je détiens dans mon portefeuille, entre autres Microsoft, Meta, Apple et Starbucks. Et c'est une semaine importante pour les investisseurs en général parce que ça va nous donner un peu l'heure juste par rapport aux finances des plus grandes compagnies dans le monde et également, ça va nous permettre de prendre le pouls de la santé financière des consommateurs et des entreprises, c'est-à-dire que les consommateurs, c'est des clients pour plusieurs de ces entreprises-là, notamment Starbucks, Nike et compagnie, mais il y a également beaucoup de petites moyennes entreprises qui font affaire avec qui prennent les services dans le fond de Microsoft, qui payent pour de la publicité sur Meta. Donc, ça va nous donner vraiment le pouls de qu'est-ce qui se passe au niveau des consommateurs et des petites moyennes entreprises. Donc, soyez aux aguets au courant des prochaines semaines parce qu'il va y avoir de la volatilité et potentiellement des opportunités d'achat pour les investisseurs à long terme. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.